Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. D'autres pathologies, ce sont les vascularites. La même chose, il s'agit de maladies systémiques auto-immunes qui sont en rapport avec un dérèglement du système immunitaire et ça touche un certain nombre de vaisseaux et on définit ainsi des vascularites des gros troncs, tels que la maladie de Horton ou maladie de Takayasu, des vascularites de troncs de calibre moyen et des vascularites des petits vaisseaux avec ou sans ANCA, c'est-à-dire des anticorps spécifiques de ces vascularites. Ainsi, la même chose, les signes cliniques sont efflorescents chez ces malades et il n'y a pas de manifestation clinique typique, c'est toujours un ensemble de critères. Et pour cela, nous allons passer en revue quelques-unes de ces pathologies que nous rencontrons et qui sont malheureusement, quand elles arrivent chez nous, source d'une errance et d'un retard diagnostique important. La maladie de Horton, ou ce qu'on appelle l'artérite à cellules géantes, c'est une maladie de la femme, enfin du sujet. On reviendra sur le sujet âgé avec les personnes qui ont parlé précédemment, mais donc au-delà de pratiquement de 50 ans, principalement chez la femme, mais ça touche également l'homme, avec des céphalées qui sont là, qui sont rebelles au traitement. Mais évidemment, après céphalées, à mille et une raisons à faire des céphalées, il faut impérativement rechercher les causes les plus fréquentes, mais il faut savoir que la céphalée chez ces personnes-là, avec un syndrome inflammatoire qui est fortement positif, une VS très accélérée et des signes tels qu'une claudication, une douleur à la mastication, parfois chez les femmes, c'est des personnes qui vous diront je n'arrive pas à supporter mon foulard. Ce sont des signes qui sont très évocateurs d'une éventuelle atteinte de la carotide externe liée à la maladie de Horton. Et cette maladie est une maladie qui a comme risque majeur une cécité, d'où l'intérêt de poser un diagnostic précoce pour éviter que cette patiente n'aboutisse à une cécité définitive, et ce malgré la thérapeutique par la suite. La maladie de Takayasu est également une pathologie qu'on diagnostique hélas de manière très retardée. Pourquoi? Tout simplement parce que des signes ont été retrouvés chez ces patients mais qui n'ont pas été pris en compte. C'est tout simplement ce qu'on appelait à l'époque la maladie des femmes sans pouls, d'où l'intérêt de faire un bon examen vasculaire, l'examen des pouls chez ces patients. Parfois il s'agit d'une abolition d'un côté par rapport à l'autre, parfois d'une simple diminution, une anisotension, d'où l'intérêt de prendre cette tension artérielle aux deux bras et d'autres symptômes qui peuvent être des manifestations beaucoup plus sévères et plus graves de la maladie de Takayasu. Nous avons la périartérite noueuse qu'on rencontre de moins en moins de par son lien important avec l'hépatite virale B et que aujourd'hui avec les campagnes de vaccination on en voit de moins en moins. Ces malades atterrissent également pour une hypertension artérielle avec une insuffisance rénale et des signes de vascularite au niveau des membres inférieurs, en particulier à type de nécrose, qui doivent vous interpeller et envoyer le malade donc au spécialiste. La maladie de Wegener ou la granulomatose avec polyangéite, c'est également une pathologie que j'aimerais qu'on en parle, et parce qu'il s'agit d'une pathologie également qu'on diagnostique assez tardivement, car les manifestations ORL basses ou hautes sont très souvent négligées ou mises uniquement sur le compte d'une pathologie propre de la sphère ORL. Et très souvent, il y a une atteinte pulmonaire et le pronostic est dominé par le rein, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce. La maladie de Churg-Strauss, le syndrome de Churg-Strauss, ou ce qu'on appelle le GPA, ou granulomatose polyangéite avec éosinophilie, j'en parle également. Pourquoi? C'est l'apparition d'un asthme tardif chez un sujet qui n'était jusque-là non asthmatique. Un asthme tardif doit vous interpeller, rechercher et faire les examens qu'il faut, donc notamment la recherche de l'éosinophilie, faire un électromyogramme parce qu'il y a souvent une atteinte de type neurogène qui est présente chez ces patients. Et bien sûr, toutes ces vascularites, sur le plan immunologique, il faut rechercher les anticorps ANCA. Alors, quel est le rôle du médecin généraliste dans tout ça? Il est primordial. Il est primordial, pourquoi? Parce que le symptôme, c'est vous qui le voyez. Et la prise en charge de ce patient, une fois que le diagnostic est posé, l'éducation thérapeutique se fait en collaboration avec son médecin traitant, certes,
mais vous êtes son médecin avant tout, son médecin de famille. De l'intérêt donc quel est le rôle alors du médecin généraliste? C'est la recherche des complications de cette pathologie, la recherche de l'efficacité, de la tolérance des traitements proposés. Il faut toujours planifier les grossesses, les confier donc lorsqu'il y a un désir de grossesse et donc planifier avec le médecin traitant et le gynécologue. La prise en charge psychologique, vous êtes les mieux placés en face de votre patient, c'est vous qui voyez ce malade régulièrement, donc la prise en charge psychologique est très importante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.